Je vais vous résumer ce livre. Je mange méditerranéen. On va voir déjà une introduction sur ce dont on parle et il y aura 120 recettes en tout dans ce livre dont je montrerai quelques exemples. D'ores et déjà, je vais vous montrer la table des matières. On va parler de cette partie introduction là qui est sur une vingtaine de pages, donc avec des informations quand même bien utiles avant de rentrer sur quelques bases et puis un exemple d'huile parfumée, de conserve dans l'huile d'olive, très présent en Crète et très utile, des sauces, des entrées, la partie omelette, légumes et légumineuses, des viandes, des poissons et des fruits de mer, et puis enfin les desserts. Alors c'est une édition de 2017 de 160 pages, écrite par le docteur Guy Avril, qui est un grand adepte de ce régime méditerranéen, et il est aussi diplômé en phytothérapie, naturopathie et médecine chinoise. Il est à noter que l'auteur a fait un séjour prolongé en Grèce, et c'est là qu'il a recueilli des recettes traditionnelles qui au passage respectent les grands principes du fameux régime méditerranéen. La première partie s'intitule « Manger méditerranéen chaque jour éloigne le médecin pour toujours ». Alors l'auteur nous dit qu'il est médecin depuis 46 ans, qu'il s'est occupé de milliers de personnes souffrant de surpoids, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, de maladies d'Alzheimer, d'arthrose, de maladies inflammatoires, etc. Et son constat, c'est que les problèmes de santé étaient en grande partie liés à une mauvaise alimentation, avec souvent trop de viande, trop de friture, trop de plats industriels ultra transformés, trop de sucre surtout, bref, trop de calories avec trop peu de nutriments utiles et protecteurs. Alors que nous dit la science? Ce concept de diète méditerranéenne date de l'après-Seconde Guerre mondiale et a constitué un modèle pour tous les scientifiques qui se sont intéressés aux liens entre alimentation et santé. Il y a eu par exemple le médecin américain Alan Keyes qui rassembla des données solides suggérant l'intérêt de l'alimentation méditerranéenne dans la protection contre les maladies cardiovasculaires. Il y a eu cette étude de 1956 sur près de 13 000 hommes âgés de 40 à 59 ans, étalée tout ça sur 10 ans et dans 7 pays différents, dont la Grèce avec un sous-groupe qui vivait en Crète. Mais il y avait aussi les États-Unis, les Pays-Bas, la Finlande, le Japon. Ils ont choisi volontairement des populations ayant des habitudes de vie et d'alimentation très différentes afin d'en analyser l'impact sur la santé. Eh bien, les habitants des pays méditerranéens étaient en bien meilleure santé que les habitants des autres pays. Et pour les habitants de la Crète, c'était encore plus impressionnant. Sur cette île, les affections cardiovasculaires étaient rares, presque inconnues, et le nombre de cas de cancer très inférieur à ceux des autres pays de l'étude. D'autres études ont suivi, et aujourd'hui, ce régime est celui qui cumule le plus grand nombre de preuves scientifiques sur ses bénéfices. On va voir sur ce graphique issu de l'Organisation mondiale de la santé, entre 1957 et 1987, la mortalité générale pour 100 000 personnes. Et on retrouve effectivement la Crète en premier du peloton avec une très faible mortalité. Et le pire à l'époque n'étant pas les États-Unis, mais la Finlande. Et il est prouvé que la qualité des graisses qui composent l'alimentation méditerranéenne est en grande partie responsable de cet effet protecteur. En particulier l'acide oléique de l'huile d'olive et les fameux oméga 3 qui sont présents dans les poissons mais aussi les oléagineux. Pour la partie cancer maintenant, une étude menée sur environ 500 000 personnes dans 10 pays, les adeptes du régime méditerranéen avaient un risque de cancer de l'estomac diminué de 33%. Et une autre étude sur plus de 60 000 femmes a montré que les femmes ménopausées qui suivent un régime de ce type ont un risque nettement réduit d'une forme agressive de cancer du sein. L'autre aspect, c'est l'antivieillissement du cerveau. Le régime méditerranéen protège le cerveau du vieillissement cérébral et freine le déclin cognitif lié à l'âge. Il favorise les aptitudes cognitives chez les seniors en retardant notamment le rétrécissement du cerveau au cours du vieillissement. 12 études ont été analysées par une équipe de chercheurs. Dans 9 de ces études, le régime méditerranéen était associé à une meilleure fonction cognitive, une meilleure mémoire et un risque réduit de maladie d'Alzheimer. Et c'est aussi bon pour la ligne. Une étude sur 16 000 personnes pendant 10 ans, ce régime méditerranéen peut diminuer le risque d'obésité de 43%. On sait aujourd'hui que la qualité des glucides a une grande influence sur la prise de poids. Dans ce régime méditerranéen, les sources de glucides,
que ce soit les céréales complètes, les légumineuses, etc., sont respectueuses du sucre sanguin, ce qui protège contre le stockage des graisses corporelles excessives. Et c'est aussi bon pour les papilles. Traditionnellement, les Méditerranéens consomment beaucoup de légumes et de fruits, produits localement, donc saisonnièrement. L'alimentation méditerranéenne traditionnelle est conviviale et savoureuse, de qualité qui contribue à des effets positifs sur la santé aussi. Car bien évidemment, on mange aussi pour le plaisir. Et c'est aussi une alimentation facile à adapter aux contraintes de chacun, que l'on vive dans le nord de la France, en Bretagne, ou dans le Massif central, et que l'on soit intolérant, en parlant de gluten, de lactose, ou végétarien, que l'on apprécie la frugalité, ou au contraire les repas abondants. Dans le chapitre suivant, on parle des 9 aliments clés du régime méditerranéen, avec pour commencer les légumes, et comme il dit, à consommer sans restriction. Été comme hiver, les Méditerranéens consomment les légumes variés et en grande quantité, et y compris des salades sauvages comme le pourpier par exemple. On connaît les intérêts santé de ces légumes qui sont en même temps peu caloriques et rassasiants, qui sont riches en antioxydants, denses en nutriments, riches en fibres et en nutriments utiles à la bonne santé de la flore intestinale. En n'oubliant pas que les fibres influencent positivement le sucre sanguin en ralentissant le passage dans le sang. Donc c'est très utile aussi pour la prévention du diabète. Et c'est dans ce chapitre qui va nous donner aussi pas mal d'astuces pour par exemple préparer des légumes de manière assez facile, cuisiner entre autres à la vapeur. Un petit point d'attention sur les pommes de terre, ce n'est pas un légume comme les autres. Son index glycémique est élevé, surtout quand elle est consommée en purée ou cuite au four. Et là, il nous dit des pommes de terre, pas plus d'1 ou 2 fois par semaine. Après, nous avons les légumineuses, qui sont une bonne alternative à la viande. Elles sont une des bases du régime méditerranéen traditionnel et contribuent par ses bénéfices à une bonne santé. Elles sont une excellente source de protéines. Elles sont une bonne source de minéraux comme le magnésium par exemple, ou le fer. Elles sont aussi championnes pour leur teneur en potassium. Elles sont très utiles aussi pour les fibres, et elles ont un faible impact sur le sucre sanguin justement. Puis nous avons les fruits, et là on est invité à les prendre mûrs et de saison dès que c'est possible. On va retrouver des aliments riches en fibres, et notamment en fibres solubles qui régulent l'absorption des graisses et qui rassasient, et qui là encore freinent la montée du glucose dans le sang, et riches aussi en plein de micronutriments. Il insiste aussi pour nous dire de nous éloigner des fruits non bio, car en effet, dans ces îles en général, il y a très peu de traitements. Et il nous invite à manger les fruits crus et entiers et d'éviter les jus qui ont l'inconvénient de faire monter rapidement le taux de sucre sanguin. Nous avons enfin les noix et les oléagineux, et là les Méditerranéens en consomment beaucoup. Ils ont l'intérêt d'être riches en protéines, en graisses de bonne qualité, et aussi riches en fibres, en vitamines et en minéraux ainsi qu'en polyphénols. Puis nous avons les céréales où on est invité à les consommer le moins raffiné possible et des variétés anciennes de préférence. Le pain de blé est un des piliers du régime méditerranéen traditionnel. Malheureusement, le pain d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'autrefois. Le blé utilisé pour sa fabrication est non seulement plus riche en gluten, dont on connaît les effets potentiellement néfastes sur la paroi de l'intestin, et ce gluten est devenu de plus en plus difficile à digérer. Sachant aussi que le blé moderne est de plus en plus cultivé avec tonnes de pesticides. Donc là aussi on évitera les produits à base de farine blanche et ultra transformés qui sont trop chauffés et ultra manipulés. Le conseil est donc de privilégier les pains fabriqués avec de l'épeautre par exemple, mais surtout du levain. Et par exemple pour le riz, on est conseillé d'utiliser des riz plutôt semi-complets. Puis nous arrivons aux huiles d'olive et de colza, à utiliser sans se préoccuper des calories. L'huile d'olive est un aspect central du régime méditerranéen. C'est une huile riche en acide oléique, acide gras monoinsaturé ou dit autrement oméga 9, et dans ses propriétés, il y aura des effets protecteurs sur le système cardiovasculaire, et c'est aujourd'hui très bien documenté. Et nous aurons aussi des polyphénols, ces substances antioxydantes et anti-inflammatoires qui protègent l'organisme des effets délétères du temps. Mais malgré toutes ces qualités, l'huile d'olive ne contient pas les fameux oméga 3, protecteurs de la santé cardiovasculaire. Et donc pour un parfait équilibre des graisses, il est conseillé d'utiliser également de l'huile de colza, même si cette huile n'est pas spécifiquement méditerranéenne. On peut aussi utiliser de l'huile de noix, qui est aussi riche en oméga 3.
L'huile d'olive résistant bien à la chaleur, elle pourra être utilisée pour toutes les cuissons, mais aussi pour les assaisonnements. Bien sûr, on va privilégier des huiles vierges de première pression à froid et si possible bio. Et pour les assaisonnements, on pourra associer l'huile d'olive et l'huile de colza pour avoir une belle combinaison oméga 9, oméga 3. Un conseil à ce stade, ne boudons pas les conserves, que ce soit les sardines à l'huile, des calmars, les pois chiches, des haricots rouges ou autres. Ce sera toujours préférable plutôt que de revenir à une traditionnelle pizza ou que sais-je. Nous arrivons aux œufs, au laitage et à la viande. Là, on est invité à choisir la qualité. En fait, les Méditerranéens consomment peu ou pas de viande rouge. Ils mangent en revanche des viandes blanches, 1 à 2 fois par semaine. Et de manière générale, la viande est surtout consommée les jours de fête. Les œufs, qui sont, eux, une excellente source de protéines complètes, font en revanche davantage partie de l'alimentation quotidienne. On sait aujourd'hui que l'on peut manger 4 ou 5 œufs par semaine sans problème vis-à-vis de la santé cardiovasculaire. Les fromages et les yaourts sont surtout de chèvre et de brebis. Ils constituent eux aussi une bonne source de protéines. En pratique, autant que possible, choisissons des œufs bio de poules élevées en plein air ou à minima issus de la filière bleu-blanc-cœur vis-à-vis des oméga 3. Préférons aussi les poulets fermiers aux poulets de batterie. Je peux vous renvoyer à ma vidéo de dégustation des filets de poulet à ce propos. Et éviter ceux qui sont exclusivement nourris avec du maïs, car leur chair contient davantage d'oméga 6, des graisses qui sont en excès dans l'alimentation occidentale et qui favorisent l'inflammation. Un commentaire sur le jeûne, un autre aspect du régime méditerranéen. Les Crétois sont très religieux et fidèles au dogme orthodoxe. Cette religion impose des jeûnes plusieurs fois par an. La pratique traditionnelle du jeûne contribue très probablement à l'effet protecteur du régime méditerranéen observé par Ansel Keys. Si vous désirez booster les bénéfices de votre santé du régime méditerranéen, l'auteur nous conseille de jeûner soit régulièrement, une journée de temps en temps, soit de pratiquer des monodiètes de 5 jours tous les 6 mois, donc un seul aliment durant une journée, que ce soit du raisin, des pommes, de l'épeautre, avec une dizaine de fenouils par exemple. Nous aurons là un effet détoxifiant pour l'organisme avec un regain de vitalité qui va s'en suivre. Nous arrivons maintenant aux produits de la mer, au moins 2 fois par semaine. Ils font partie intégrante de l'alimentation méditerranéenne. Et nous avons aussi là des oméga 3 animaux directement utilisables par l'organisme, contrairement aux oméga 3 végétaux qui ont besoin de transformation biochimique avant. Et les poissons apportent également de la vitamine D, du zinc, du cuivre, des vitamines du groupe B, etc. L'idéal ici sera de faire ses achats chez le poissonnier pour être sûr d'avoir du poisson frais et pour varier les plaisirs. A défaut, les poissons surgelés peuvent aussi être bien utiles. Et aussi les sardines en conserve ou le thon à l'huile, maquereau au vin blanc, etc. Nous arrivons au vin maintenant, en petite quantité et l'eau à volonté. Comme il dit, la seule boisson indispensable c'est l'eau, ce qui n'empêche pas de boire du vin aussi. On dit ici que celui-ci protège de la santé s'il est bu en petite quantité pendant les repas méditerranéens. Il existe en effet des interactions bénéfiques entre les polyphénols du vin et les divers composés des végétaux qui composent le régime méditerranéen. Seul le vin rouge bio est bénéfique pour la santé, avec son resveratrol, ses polyphénols, etc. Après, on va voir ce genre de tableau sur le régime méditerranéen au quotidien. Il parle ici des aliments conseillés. Pour ce qui me concerne, les fréquences, je ne tiendrai pas forcément en compte tout ça parce que ça dépend à chaque fois de qui on a au bout de la fourchette. Pour les aliments à éviter, là je pense qu'on est d'accord, quelle que soit la personne. C'est sûr qu'en général, plus on évitera tout ça, mieux on se portera. Puis il nous présente une pyramide du régime méditerranéen. Et là, c'est bien à noter, sur la base, nous avons l'activité physique. C'est intéressant dans un livre de recettes, mais on ne peut pas séparer la bonne santé de l'activité physique, entre autres. Il y a d'autres plans, bien sûr, mais dans ce livre, il nous parle bien de cette activité physique. Et maintenant, on est invité à passer à nos fourneaux, et c'est là où il va nous aider à avoir des idées, avec par exemple les légumes sautés. On peut couper nos légumes qu'on a sous la main, en faisant des mélanges et les faire sauter une dizaine de minutes dans l'huile d'olive avec au choix de l'ail, des oignons, du gingembre frais, des épices, de la sauce soja, des morceaux de jambon cru, etc. Et là l'idée c'est de varier et de se laisser emporter vers notre inspiration. Au bout de ces 10 minutes on pourra baisser le feu et mettre une ou deux cuillères d'eau, de bouillon ou de coulis de tomate, couvrir et poursuivre la cuisson encore 5 à 10 minutes. Nous avons aussi les légumes vapeur. Là, je fais une parenthèse sur le régime sénégalais, avec tout ce qui est basse température. Donc bien sûr, la vapeur aura un intérêt très fort
Donc on pourra les passer, couper en morceaux, une quinzaine de minutes à la vapeur. Et ici, on va préparer une sauce en se laissant guider par notre inspiration et dans les propositions de ce livre pour pouvoir accommoder ces légumes cuits à la vapeur. Et on n'hésitera pas à utiliser des yaourts, du tahin, du fromage blanc, des vinaigrettes balsamiques, etc. Concernant les salades de crudités, on est invité à associer dans un même saladier plusieurs légumes, des fruits et des graines, ainsi que des graines germées, en osant les mélanges sucrés-salés comme par exemple poire endive, carotte orange. Et on pourra préparer une sauce aromatisée, par exemple tapenade, huile d'olive, oignon doux, vinaigre. Et justement maintenant on passe aux recettes. On démarre par des bases avec des huiles parfumées. L'idée est de préparer des huiles à l'avance pour avoir une huile qui aura un goût différent. Donc on va avoir plusieurs huiles qui permettront de varier dans les assaisonnements, que ce soit des légumes vapeur ou des crudités. Comme par exemple ici, l'huile à l'ail et au romarin. C'est pas très long, en une dizaine de jours, on a une huile bien parfumée. Puis on passe aux conserves dans l'huile d'olive. Là, l'intérêt, ça va être de pouvoir mettre des aliments dans de l'huile pour pouvoir les conserver. Avec par exemple ici les poulpes au vinaigre et huile d'olive. Ils seront d'abord cuits 20 minutes, puis conservés entièrement dans l'huile d'olive, mais au réfrigérateur quand même. Dans les bases, nous avons aussi les sauces, qui vont être centrales et importantes pour pouvoir aromatiser certains plats, de légumes crus ou cuits vapeur, avec cet exemple de sauce tomate aux olives et au vin. Plein d'ingrédients, une quinzaine de minutes de cuisson, et voilà la belle sauce qui pourrait être servie sur des pâtes, sur du poisson et aussi sur des légumes bien sûr. Nous passons maintenant aux entrées, avec cet exemple de poivron frit à la sauce au yaourt. Ici on va retrouver cette cuisson dans l'huile d'olive. Une fois n'est pas coutume, une idée pour les pommes de terre, et on remarque quelque chose que je peux conseiller par ailleurs, elles vont être cuites à la vapeur avec la peau, et elles seront pelées quand elles sont froides. On a remarqué que cela diminuait l'index glycémique des pommes de terre. On va passer maintenant aux omelettes, avec ici une omelette aux artichauts et au parmesan. Un mélange original qui pourra en surprendre plus d'un. Nous passons maintenant aux légumes et légumineuses avec ce chausson au potiron. Là aussi c'est une bonne idée pour utiliser les potirons. On passe maintenant à la viande. J'ai choisi cette image d'escargot car effectivement c'est assez central en Crète de manger des escargots. Ils les préparent de manière simple puisque après les avoir fait jeûner et laver, ils sont conservés dans des sacs bien aérés jusqu'au moment de les cuire. Juste plongés dans l'eau bouillante, puis après débarrasser des petits morceaux d'opercule qui pourraient rester collés à la coquille ou à l'orifice. Et ils vont pouvoir être cuisinés comme par exemple dans cette recette d'escargots au laurier et au poivre. Bon, je vous rassure, il y a aussi des viandes comme ce jambon aux fèves et aux artichauts. On passe aux poissons maintenant. Alors bien sûr, certains sont frits comme ces rougets, mais nous avons aussi beaucoup d'autres formes de produits de la mer, tout ce qui est calmar et poulpe, avec ce poulpe en salade. Concernant les sardines, nous avons cette recette de sardines express au romarin. A noter que ce peut être aussi des gros anchois. Et enfin, on va terminer par les desserts, avec cette galette de figues sèches au raisiné, un vin blanc raisiné. J'en arrive à mes conclusions personnelles. Ce livre nous permet de nous plonger dans une alimentation qui est connue comme l'une des plus favorables à la santé. En introduction, nous avons suffisamment d'éléments pour se rappeler des mécanismes principaux relatifs à cette diète. Au passage, j'ai bien apprécié le côté jeûne dont il introduit effectivement les bienfaits. Il ne parle pas du jeûne intermittent qui consiste à manger le plus tard possible le matin, voire jusqu'au midi, et à manger tôt le soir, pour compléter cette belle idée. Bon, je note quand même qu'il y a aussi des conseils qui ne tiennent pas compte que nous sommes tous différents. Quand on lit « Prenez l'habitude, en cas de petit creux dans la journée, de manger une petite poignée d'amandes, de noix ou de noisettes », bon, moi je dirais ne pas s'imposer de dogme non plus, et ce genre d'habitude peut être prise plutôt à la semaine ou au mois. Le mieux c'est de varier, en tout cas d'aller vers son ressenti et ses propres besoins. Et après, manger quand on a un petit creux, ou se poser la question du pourquoi on a ce petit creux, parce qu'on sait très bien maintenant la nécessité du repos digestif. Confère ce qu'il dit lui-même à propos du jeûne.
Et pour les recettes, eh bien, ce sont des mines d'or, ce sont plein d'idées pour pouvoir varier encore et toujours, et puis broder à partir de ces belles idées pour avoir une alimentation variée, riche, faite à partir d'aliments bruts, de saison, locales, etc., etc. Comme on arrive maintenant à dire assez souvent au travers de ces différentes lectures. Si vous voulez supporter cette chaîne ou avoir une version longue de ce livre, je vous invite à la rejoindre en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà pour le résumé de ce livre.